décembre 1911, hein, deuxième prix Nobel, et elle dit, là, vous voyez, les recherches récentes ont montré que le potassium et le rubidium émettent un rayonnement très faible, semblable au rayonnement bêta de l'uranium et du radium. Nous ne savons pas encore si nous devons envisager ces substances comme de vrais corps radioactifs, c'est-à-dire des corps en voie de transformation atomique. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas été plus loin. Il y avait évidemment son flux occidental de potassium dont je vous ai parlé. Donc voilà la classification. Alors tout ce qui est vert et bleu, ben, c'est uniquement radioactif. Hein. Donc vous voyez quand même, on a beaucoup d'éléments là-dedans. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, surtout que le temps a passé. Donc on connaît tous les éléments jusqu'au 118e aujourd'hui, comme vous voyez là. Et le dernier 15 ans, c'est le 112 pour le copernitien, symbole CL. Alors dernière partie, ça sera rapide, c'est la découverte de la fission. Juste avant, vous voyez, ça c'est pour illustrer la mort de Marie Curie, donc en 1934, et puis maintenant il se retrouve avec son mari, vous le savez. Donc les acteurs de la découverte, Chadwick parce que c'est le neutron, Enrico Fermi, dont je vais vous parler, et puis c'est surtout les trois, donc deux chimistes, Otto Hahn et Irène Joliot-Curie, Lise Meitner, donc, qui est une physicienne qui travaillait, vous savez, avec Otto Hahn. Alors ce neutron, donc là je vais passer assez vite, vous avez bien compris, c'est une particule qui est neutre, c'est-à-dire qui n'est pas sensible en fait donc à la répulsion d'un noyau, et donc ce neutron, ben, vous pouvez l'envoyer, bombarder sur des noyaux, s'il est suffisamment lent, eh bien il va être absorbé par le noyau, il va déséquilibrer ce noyau qui va se transformer. Et quand il va se transformer, eh bien, en fait il va se transformer dans l'élément suivant de la classification, comme vous voyez ici. Si vous bombardez du fer, elle va donner du cobalt. Si vous bombardez du cobalt, elle va donner du nickel. Si vous bombardez du nickel, elle va donner du cuivre. Si vous bombardez du carbone, elle va donner de l'azote, etc. Et donc Fermi, Enrico Fermi s'amuse à ça. Ça lui fait énormément de publications. Il va même demander de l'or à un bijoutier. Là, il est à Rome à ce moment-là. Et donc voilà, et on bombarde, et regarde ce que ça fait. Donc il fait ça pendant un bon moment. Et vous voyez, depuis le printemps 34, jusqu'au jour où il se dit, je suis bête, il y a bien mieux à faire. Si je bombarde le dernier des éléments, là, le 92 l'uranium avec un neutron, eh bien je vais le déséquilibrer, je vais sauter une case, et je vais faire l'élément 93. Et je serai le premier homme à avoir fait l'élément 93 et j'aurai pris Nobel. Fermi, c'est un physicien. Évidemment, pour analyser après, ben, c'est des chimistes qui font ça. C'est-à-dire que vous avez bombardé l'uranium, vous n'aviez que l'uranium pur avec les propriétés chimiques de l'uranium, et puis ben, vous regardez ce que vous avez. Si vous avez les propriétés chimiques d'un autre élément en plus de celle de l'uranium, vous avez créé effectivement un nouvel élément. Et c'est là, évidemment, que les ennuis ont commencé pour ce pauvre Enrico Fermi. Hein, vous voyez, donc lui, il pensait faire ça. Et puis, vous le savez comme moi, vous avez certains des noyaux d'uranium qui se cassent en deux, produisant, vous voyez, beaucoup de noyaux plus petits, jusqu'à une centaine. C'est-à-dire qu'on a toute la classification périodique en réalité. Je vous ai mis là un petit peu tout ce qui est vert, là, vous voyez, c'est les produits de fission, c'est-à-dire tout ce qu'on peut obtenir. Hein. Donc vous voyez, il y a de tout. Hein. Voilà. Donc on a toutes les propriétés, mais jamais personne ne pouvait imaginer qu'un gros noyau pouvait se couper en deux. Donc on fait des analyses chimiques, et vous voyez, tous les laboratoires européens s'en mêlent. Et comme la langue française est bien faite, et bien, vous voyez en dessous, le laboratoire européen s'en mêle. Hein. Alors, première hypothèse. On a imaginé, compte tenu du grand nombre de propriétés chimiques qu'il y avait, que Fermi avait créé non pas un seul élément derrière l'uranium, mais les 4 suivants. Et on les a appelés, vous voyez, par analogie avec les autres en haut, EK, donc EK radium, EK osmium, EK iridium et EK platine. Mais bon, ça ne collait pas vraiment. Alors, deuxième hypothèse, Otto Hahn dit moi j'ai vu du radium. J'ai vu du radium parce que quand je précipite les composés qu'on obtient avec du barium, eh bien mon barium est radioactif. Donc j'ai du radium, puisque le radium est entraîné avec le barium. Alors on prend comme hypothèse du coup que
On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on a les descendants de l'uranium. Et puis, c'est plus une hypothèse, c'est une étape. Irène Joliot-Curie dit un beau jour, eh ben moi, j'ai détecté du lantane de période 3,5 heures. Alors, vous voyez, l'idée jugée poliment absurde par tous les autres, il dit, oh, Irène, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Irène? Probablement qu'elle a de l'actinium, qui lui est radioactif, entraîné, puisque c'est les mêmes propriétés chimiques avec le lantane. Elle croit avoir du lantane, mais c'est pas du lantane. Alors elle insiste, elle dit, bon, bah, j'ai vu du lantane, c'est du lantane, c'est pas d'actinium, il n'y a pas d'actinium de période 3,5 heures. Bon. Il est jugé poliment absurde par les autres, oui, poliment. Alors Autouin, vous voyez, ce Mogdel, il appelle ça même le curiosum. Il dit, ah bah tiens, Irène, elle a inventé le curiosum, ce qui est quand même un joli jeu de mots avec Curie, quoi. Hein. Et, dit-il, je vais prouver à Irène qu'elle se trompe. Je vais, puisque j'ai dit moi que mon radium, j'ai vu du radium entraîné par du barium, eh bien je vais isoler le radium pour lui montrer que c'est bien du radium. Eh bien il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il n'y avait pas de radium. Il avait du barium radioactif. Ce qu'on n'avait jamais vu. Donc, il fait sa publication le 22 décembre 1938, Autouin et Fritz Strassmann. Fritz Strassmann vient de remplacer donc Lise Meitner dans le laboratoire, parce que Lise Meitner, malheureusement, étant juive, elle a dû se réfugier en fait au Danemark. Hein. Elle était protégée par son statut d'Autrichienne jusqu'au jour de l'Anschluss. Et là, donc, quand les nazis sont venus quand même défoncer son laboratoire, il y avait un jeune physicien danois qui était en visite dans le labo, et il a dit, bon bah allez, cette pauvre Lise Meitner, on l'a cachée dans le coffre de la voiture, et puis elle a franchi la frontière vers le Danemark. Elle a été recueillie par Niels Bohr, c'était la grande famille du nucléaire. Hein. D'ailleurs, je vais en parler, puisque c'est là qu'elle va faire la découverte. Et donc, Strassmann a pris la place de Lise Meitner. Donc, publication le 22 décembre 1938 dans Naturwissenschaft. Vous allez voir, c'est assez énorme. Donc, ça s'appelle Sur la mise en évidence et le comportement de métaux alcalino terrestres lors de l'irradiation d'uranium par les neutrons. En accord avec Irène Curie. Alors, tiens, maintenant, ils sont d'accord. Vous voyez, il n'y a plus curiosum, c'est plus absurde, ça y est, ils sont d'accord. En accord avec Irène Curie. Et en tant que chimiste, nous devrions renommer le schéma proposé et mettre les symboles barium, lantane et cérium à la place de ce qui pensait jusque-là radium, actinium et thorium. En tant que chimiste, parce que c'est ce qu'on voit, quoi, hein, c'est ce qu'on a analysé. Mais en tant que chimiste nucléaire, c'est écrit comme ça avec des guillemets, proche d'une certaine manière de la physique. Nous ne sommes pas encore prêts à franchir ce pas, contraire à toutes les expériences connues à ce jour en physique nucléaire. C'était inimaginable, évidemment, qu'un voyou puisse se classer en fait. Il sera encore possible, malgré tout, qu'une série d'improbables coïncidences est entachée d'erreurs. C'est vrai, quoi, de dire que ça ne marche pas, mais... Et donc, vous voyez, dans son discours Nobel, il se lâche, donc il dit une énorme bêtise. Hein. Il dit, ben, j'ai créé deux éléments, le 93 et le 94. Il leur donne des noms, osonium et hespérium, hein, même des symboles chimiques. Alors, le S reviendra avec un chanium un peu plus tard, l'élément 99. Et donc là, il dit effectivement une énorme bêtise. Alors, pour la petite histoire, lui aussi avait des soucis parce que c'est son épouse Laura qui était donc juive. Alors il a obtenu ce qu'il ne pensait pas imaginable de la part de Mussolini d'aller chercher son prix Nobel avec femme et enfant. Et du coup, il n'a rien dit à personne, ils ont fait une petite valise pour 3 jours, mais il avait son billet pour partir directement en Amérique, là, quand vous le voyez là dans la poche. Et donc ils sont partis directement en Amérique. C'est là, vous savez, qu'il part donc la fameuse pile de Fermi, le 2 décembre 1942. Il reviendra en Italie que bien après la guerre. Alors, Lise Meitner, donc, est son neveu Otto Frisch, qui était un physicien nucléaire, donc vont résoudre les... Donc, Lise Meitner, vous savez, on est à Noël, hein, la publication c'est le 22 décembre. Lise Meitner est donc chez Niels Bohr. Et elle reçoit donc son neveu. Et elle vient de recevoir la publication d'Autouin. Et elle est évidemment perplexe. Et son neveu lui dit, non, c'est pas possible. Hein. Bon, là il y a un truc, c'est pas possible.
Lise, elle lui dit, c'est Otto Frisch qui raconte ça, hein, exactement dans ces termes-là, et elle lui dit, Otto Hahn est quelqu'un de très sérieux, de très méticuleux, et si Otto Hahn dit qu'il a ces résultats-là, c'est que c'est vrai. Alors Otto Frisch ajoute, c'était une belle journée, il faisait très beau, il y avait de la neige, et ils partent donc tous les deux faire une balade, et ils discutent de ça. Et d'un seul coup, dit-il, on s'est assis sur un tronc de sapin, là, et puis on a fait le calcul. Les calculs sont simples, vous voyez là. Si la somme des masses de ce que vous avez avant, vous voyez, est supérieure de ce que vous avez après, c'est que vous avez ce qu'on appelle un défaut de masse, que l'on convertit en énergie. C'est-à-dire que la réaction peut libérer de l'énergie. Et une réaction qui peut libérer de l'énergie, même si c'est impensable, même si c'est inimaginable, c'est malgré tout une réaction qui est possible. Et dit-il, on a fait les calculs par deux voies différentes, les calculs qu'ont fait d'ailleurs mes étudiants, certains sont là, dans le passé, et on a vu qu'effectivement, on pouvait récupérer de l'énergie. Et donc voilà comment, effectivement, il résolve l'énigme de la fission. C'est la fission provoquée, ce qu'on appelle la fission provoquée, et toutefois, un peu plus tard, Fleroff, vous voyez, en 40, va découvrir le phénomène naturel de fission sur la même 230 mètres. Et puis bien avant, vous voyez, je dis du bien des chimistes ce soir, et puis même des femmes d'ailleurs, Ida Noddack, vous voyez, née 1934, c'était une bonne chimiste, c'est celle qui a découvert le rhénium. Elle a cru qu'elle avait découvert aussi le 43, c'est le technicien, elle s'était trompée. Mais elle a bien découvert le rhénium, et elle écrivait, vous voyez, lors de ces désintégrations nucléaires provoquées par les neutrons, c'était au moment où tout le monde faisait ses réactions sur neutrons en 1934, il serait concevable que ces noyaux se brisent en plusieurs gros morceaux, qui seraient certes des isotopes d'éléments connus, sans être voisins d'éléments irradiés. C'est exactement le phénomène de fission. Alors, j'en arrive à la fin. Donc, évidemment, il manque juste une chose, c'est, vous le voyez ici, la découverte de ce qu'on appelle les neutrons de fission, qui permettent la propagation donc, de la réaction en chaîne. Et vous avez donc des acteurs ici donc, de cette mise en évidence. Voilà, j'en ai terminé. Alors, la famille Curie, en conclusion, j'ai mis ça, c'est ce qu'on appelle la famille aussi prix Nobel. Parce que Marie Curie, elle a eu 2 prix Nobel. Jamais, d'ailleurs, c'est le premier être humain à avoir jamais eu 2 prix Nobel. Pierre Curie a un prix Nobel, Irène Joliot a un prix Nobel, Frédéric Joliot a un prix Nobel. Vous avez bien, ça en fait 5, il en manque un. Eh bien, oui, il en manque un, et c'est Ève Curie, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, vous voyez, à 103 ans, donc qui va aller avec son mari chercher un prix Nobel. Alors, Ève Curie, c'est le petit bébé que vous voyez au début, là, à côté d'Irène, c'est la deuxième fille. Et elle est allée en Amérique avec sa mère lorsque celle-ci a été reçue, comme je vous disais, en grande pompe par les Américains. C'est Marie qui est au bras du président des États-Unis de l'époque. Et elle est restée aux États-Unis, en fait. Ce que vous avez en dessous, c'est le cadeau qu'avaient fait les Américains à Marie Curie, qui était un gramme de radium. Vous avez d'ailleurs encore au musée, si vous avez au musée, dans son bureau, il y a exactement comme ça, la photo de ça d'ailleurs. Alors, pour Marie Curie, elle pleurait d'émotion lorsque les Américains lui ont offert ce gramme de radium. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les Curie faisaient, Pierre et Marie Curie, en fait, publiaient, ne brevetaient. C'est-à-dire que nous, on travaille pour la science, globalement, et ils ne brevetaient pas. Et puis, les Américains, s'ils auraient pu breveter, c'était le procédé pour isoler le radium à partir de l'uranium. Mais les Américains, du coup, ils ont breveté eux. Et après, l'Institut radium de Paris, quand ils voulaient du radium, ils l'achetaient aux Américains. Donc ils pouvaient bien lui offrir quand même un gramme de radium. Une dernière anecdote là-dessus qui est amusante, c'est que, vous savez, pour les Américains, la question qu'ils vous posent tout le temps, c'est que votre valeur, elle ne peut être que là, c'est combien vous gagnez. Et en fonction du chiffre que vous donnez, vous êtes effectivement quelqu'un d'important et d'intelligent. Et donc Marie Curie, elle donne le montant de son salaire de professeur, et là, les Américains disent attendez, vous gagnez ce que gagne chez nous un petit épicier ou un petit technicien? Alors, je vous rassure, les collègues vont vous dire que ça n'a pas changé. Toujours pareil. Mais Marie Curie fait cette réponse qui est eh bien, vous voyez, moi, pour ce salaire-là, j'ai la chance de faire de la science. Là, effectivement, ça coupait quand même un petit peu aux Américains. Donc,
Elle épouse Henri Labouisse, qui était un Américain, qui a créé un nom bien français, et c'était le président de l'UNICEF lorsque, en 1965, l'UNICEF a reçu le prix Nobel, et donc elle a accompagné son mari. Elle est allée dans cette enceinte des prix Nobel. C'est un peu indirect, hein, d'accord, enfin bon, c'est le 6e, en fait, on peut dire, de la famille. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça, c'est la bibliographie. Et puis, je remercie aussi la Bibliothèque des sciences nationales, des sciences naturelles et des mathématiques de Cherbourg pour les bouquins là, que je leur avais empruntés. Et oui, ça, c'est les beaux paysages de la Hague, si jamais un jour vous êtes avancé à travers la région. Merci. Si vous avez des questions. Essayez de rattraper un peu le temps. Des questions, des commentaires? Je voudrais revenir sur la fin. Bon, évidemment, après la découverte de. Attendez, je vous apporter le micro, là, vous avez dans un mail. Je voulais revenir juste après que Lise Meitner et Otto Frisch, évidemment, ont découvert l'explication, vous avez expliqué, et puis si on provoquait une science moderne. Alors après, je voulais revenir justement après, que les acteurs, tout s'est passé très vite, les acteurs ont découvert justement le nombre de neutrons et comment on pouvait faire la réaction Gibbs, c'était aussi une étape importante. Voilà, vous pouvez revenir là-dessus, les acteurs, puis comment ça s'est passé pour l'historique après oui, après, oui. Comment on a déterminé le nombre de neutrons, justement, et puis qui a. Parce que je crois que dans l'histoire, Frédéric Joliot a aussi dit ça, parce que les réactions en chaîne, il n'a pas breveté, et puis voilà. Alors, si Joliot en fait, a breveté, c'était pratiquement les premiers brevets de cette fameuse caisse nationale de la recherche scientifique, qui était toute nouvelle. Il avait posé 3 brevets de projets de réacteurs, mais cette fois-ci réacteurs civils. Mais, alors je ne veux pas rentrer dans les détails. À l'époque, on ne connaissait pas ce qu'on appelle les neutrons retardés, qui permettent en fait de piloter un réacteur. Et c'est malheureux à dire, mais si au départ on a commencé par faire la bombe atomique, c'est parce que c'était beaucoup plus facile que de faire un réacteur, en dehors de toute autre considération. Donc ce qui s'est trouvé, c'est qu'effectivement, une fois que ils aient identifié ces neutrons, eh bien, on a su que la réaction en chaîne était possible. Et à partir de là, si vous voulez, vous aviez aux États-Unis tous les physiciens qui étaient juifs, d'origine juive, qui étaient évidemment qui s'étaient réfugiés aux États-Unis. Hein, c'est Léo Szilard qui est on va dire un chimiste, Léo Szilard, qui a fait ce travail en fait, c'est-à-dire c'est lui qui accueillait, il était un peu la plaque tournante, il cherchait des places pour tous ces savants qui arrivaient, hein, donc Edouard Teller, Oppenheimer, même Einstein qui est allé, donc Enrico Fermi et autres. Vous les retrouvez tous donc, aux États-Unis, et c'est là qu'on se dit, puisque ce sont les Allemands qui ont été les premiers à découvrir cette réaction de fission, eh bien ils vont faire la bombe. Hein. Et donc les Américains disent, il faut, voilà, ils sont appelés la course à la bombe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il faut qu'on gagne cette course, qu'on soit les premiers, pas qu'on laisse ça aux Allemands. Et donc, il y avait tous les physiciens s'y sont mis, évidemment, ils avaient tout le budget qu'ils voulaient, enfin bon, et puis il y avait le désir de revanche aussi de beaucoup de ces chercheurs, là, ces physiciens qui étaient aux États-Unis, hein. Et donc ça s'est terminé, effectivement, que vous savez. Et les Allemands, en réalité, n'avaient pas trop de moyens là-dessus, et ils n'ont peut-être pas mis, ceux qui étaient restés, n'ont peut-être pas mis non plus une bonne volonté énorme pour y arriver. On peut penser ça aussi, bien sûr. Hein. Et donc, ils étaient loin de compte. Hein. Il y avait bien un petit truc amorcé, mais vraiment, c'était très loin d'y arriver. Fondamentalement, c'est la pile de Fermi. Oui. Voilà, c'est l'étape. Alors la pile de Fermi, c'est le premier réacteur, effectivement, qui a montré que la première réaction en chaîne, en fait, elle a été là. Hein. Donc c'était un énorme bloc de graphite dans lequel on avait mis d'uranium, et puis vous aviez des barres de cadmium pour absorber les neutrons, et puis tout les barres étaient enfoncées, puis d'un seul coup, ça s'est fait à la règle à calcul, hein, à la règle à calcul. Hein.
Et Fermi a dit, alors je vais vous donner un chiffre qui n'est pas un bon chiffre, et il fera sortir la barre de 1314 mm, hein, et en fait on a déjà sorti 1313 ou 1315, et c'était bon. Hein. Donc voilà, c'est pas mal. Ouais, t'as calculé. Donc, puis la première bombe aussi d'ailleurs, hein. En gros, c'était ça. Hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est effectivement une autre histoire parce que quand on découvre ça, on est en 1938, 1939, avec la période troublée que vous connaissez. Alors, quelle est la raison d'être de la fameuse bataille de l'eau lourde? Alors, la bataille de l'eau lourde, c'est la même chose. C'est que l'eau lourde sert de modérateur, c'est-à-dire pour ralentir les neutrons. Hein. Et donc, un peu avant la guerre, on s'est dit il ne faut pas qu'on laisse ça. Ça, c'est Joliot hein, qui a intervenu beaucoup. Il ne faut pas qu'on laisse les Allemands en fait récupérer ça, parce que c'est les Norvégiens surtout hein, qui fabriquaient cette eau lourde. Hein, et donc, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'était pas encore en guerre. On n'était pas encore en guerre. Et donc, Joliot fait, on va dire, armer un avion, c'est-à-dire un avion pour récupérer les stocks d'eau lourde que les Norvégiens, parce que les Norvégiens ne voulaient pas non plus que ce soit les Allemands qui récupèrent ces stocks-là. Et donc, un avion qui revenait à Paris pour après cacher donc, cette eau lourde. Et en fait, il y a eu deux avions, hein, c'est-à-dire il y a eu un faux avion, en fait, et un vrai avion, c'est-à-dire un avion dans lequel ils avaient dit que se trouvaient les stocks, hein, et puis le stock était dans un autre avion, et l'avion, alors que, encore une fois, on n'était pas en guerre, eh bien, la Luftwaffe, hein, la chasse allemande, a imposé à cet avion de se poser pour récupérer le stock d'eau lourde, mais il n'était pas dans l'avion, c'était pas le bon avion. C'est celui officiellement qu'on avait dit qui transportait le stock, mais il n'y avait rien dedans. Et l'autre avion n'a pas été inquiété parce qu'il est parti vers l'Écosse, et puis après il s'est tourné, il est revenu, et celui-là n'a pas été inquiété. Mais il faut voir quand même qu'il n'y avait aucune raison que la Luftwaffe attaque cet avion. On était en paix hein, à l'époque. Hein. Et quand même, Joliot y avait pensé, hein, la porte ouverte, voilà. Il y avait pensé, il avait dit on ne sait jamais, donc on va faire attention à ça. Voilà. Et donc le stock de l'eau s'est retrouvé au Collège de France en réalité, il a été caché au Collège de France. Alors je crois qu'après il est parti vers Bordeaux, il y a eu. Oui, c'est sur la bonne stock de l'hiver, le service qui a caché le lourd. Ah oui. Ah oui, encore le CNAM. On n'a jamais su. J'ai demandé, il ne m'a jamais dit. Ah bah il aurait pu maintenant, ça c'est parti. Oui, je crois que c'était au Maroc. Hein? Je crois que c'était au Maroc. Au Maroc? Je ne suis pas sûr. Voilà l'histoire de l'eau lourde. En fait, on n'en a rien fait. Bon, après la guerre, oui, mais enfin, quand on a revenu, il y a l'acte l'eau. Mais là, on s'en servi pas. Bon, on est mieux quand même qu'on mette là. Il y a un grand Kowalski, après, qui vont récupérer le Canada. Oui, il n'a pas récupéré. Je n'ai pas récupéré. Oui. On peut poser une question pas sérieuse. Pourquoi le Laurentien de FW est devenu LR? Est-ce que vous savez? Ah non. Vous ne savez pas? Non. C'est des questions qu'on pose souvent à mes stagiaires. Et puis ma femme aussi, parce que là, ils m'ont croisé de femme actuelle, ça tombe à chaque fois, Laurentien. En LW ou en LR? LR. Maintenant, LW, ça serait mieux. Oui, LW, ça m'embêterait. Non. Mais bon, vous savez, c'est un peu compliqué tout ça. Hein, parce que pendant très très longtemps, le 104 s'appelait Kochatovium, symbole KU, avant de disparaître. Hein. Donc, c'est des commissions, c'est des petites commissions du UPAC. Il n'y a pas grand monde dans ces commissions. Il y a 5-6 personnes. Alors moi j'ai participé à ça on a droit à 2 mandats de 2 ans en fait. Hein. Donc on représente son pays, donc je ne sais pas comment je me suis retrouvé là, mais bon.
Donc c'était dans les années 90, hein, je me souviens des années. Et donc dans ces commissions, bah, on cherche des noms. Quoi. Alors chacun vient évidemment avec ses noms. Et je peux vous raconter deux anecdotes amusantes. La première, on pourra raconter d'ailleurs pendant ce temps-là. Donc tout le monde était d'accord pour, je peux rester sur celle-là, pour donner le nom d'un élément, enfin le nom de cyborg, un élément de cyborg, il a découvert des éléments depuis 93, enfin lui ou son équipe, hein, je suis à peu près au 100. Hein. Jamais il y aura un autre physicien ou chimiste qui aura découvert autant d'éléments. Quoi. Bon. Et donc, moi j'étais effectivement favorable, c'était sur le 106, ça sera d'ailleurs le 106, et je me souviens, donc les autres membres disaient ça n'est pas possible parce qu'il n'est pas mort. On ne va pas donner le nom à quelqu'un qui n'est pas mort. Alors, je dis, en gros, on est tous d'accord. Et on est tous d'accord, le seul défaut de ce pauvre cyborg, c'est qu'il n'est pas mort. Quoi, hein. Alors, vous savez, je vous rassure, ça va sûrement lui arriver un jour. Hein. Et on est resté là-dessus, cette commission. Voilà, donc 106 est resté 106. Alors, malgré tout, quand même, enfin, donc après, moi j'avais disparu de ce truc-là. On a quand même, il a vu de son vivant, quand même, et bon, hélas, peu de temps après. Et alors le 104, donc c'est pareil, un beau jour, sûrement que le russe ne devait pas être là. Et donc les Américains ont dit, on l'appelle Rutherfordium, terminé, et puis voilà, et le pauvre Kurchatov, il s'est retrouvé. Alors après, du coup, le suivant, vous voyez, 105 s'appelle Dubnium, parce que là où Kurchatov avait fait ses accélérateurs, c'était dans la ville de Dubna. Donc, voilà comment ça se passe un peu. Et une dernière anecdote sur le 107, vous voyez, alors c'est Niels Bohr. Donc, on l'appelle le borium. Alors moi, c'est pareil, j'étais contre. Non pas Bohr, j'avais dit borium, boron en anglais, c'est pratiquement la même chose, quoi. Je dis, on a la chance qu'il ait un prénom et un nom court, appelons-le Niels Borium. Symbole NS. Alors bon, ils ont trop rien dit, ouais, bon, c'est une bonne idée, ouais, bon, on verra la prochaine fois il n'était plus là. Et vous voyez, Borium est repris le symbole PH. Voilà, vous n'avez plus d'empêcheur de tourner en rond, donc voilà. Voilà un peu comme c'est une espèce de petite bagarre pour trouver les noms, chacun apporte son nom, et puis c'est celui qui crie le plus fort qui l'emporte, comme dans beaucoup de commissions d'ailleurs. Tu disais tout à l'heure, lucinium et beryllium. Hein? Tu rappelais tout à l'heure, lucinium et beryllium. Voilà, lucinium et beryllium. Et donc là, on voit la nouveauté avec le 112 copernicium, c'est que quand même, c'est la première fois depuis longtemps que c'est surtout des noms de physiciens nucléaires, hein, tout ça. Et puis là, bah, quand même, Copernic, bon, donc on a un peu changé, quoi. Hein. Parce qu'autrement, vous voyez, bon, voilà, vous avez Curium pour Curie. Alors j'accepte Americium, Mercurium, Californium à cause d'Einstein, Fermi, hein, avec le fermium. Alors Mendeleïev quand même, donc vous pouvez faire ça pour Mendeleïev quand même. Après Nobelium, parce qu'ils n'étaient pas ingrats jusqu'au bout, ces gens-là écoutaient à tout le chez Nobel, donc je vois qu'on vous donne un nom. Laurentium, c'est Lorentz que vous avez tout à l'heure. Rutherford, hein, après Dubna, donc vous avez Cyborg, vous avez Bohr. Alors après c'est Asium pour la province maintenant allemande, où est-ce qu'on fait tout, on synthétise tous les éléments. Et puis après, bah, vous avez Meitnerium pour Lise Meitner, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, alors c'est la ville de Darmstadt, parce que c'est là que se trouvent des gros cyclotrons allemands. Donc c'est le Darmstadtium. Et Röntgen, hein, donc Röntgenium, et puis Copernicium. Donc aujourd'hui, on en est là. Alors, les autres, maintenant, on sait, on est à peu près sûr que tout cela a été trouvé. Et donc, le point d'interrogation que vous avez, il est sur le nom. Voilà. Alors, j'ai eu des classifications, hein, mes élèves ont dû voir, parce que ça évolue en fonction du temps. Des fois, il y avait 2 points d'interrogation. Alors, quand il y a 2 points d'interrogation dans la case, ça voulait dire que, non seulement on n'était pas sûr, évidemment, que l'élément, il fallait qu'il y ait d'autres équipes qui le fassent pour bien officialiser. Et puis, évidemment, le deuxième point d'interrogation était sur le nom, puisque tant qu'on n'était pas sûr, il n'y avait pas de nom. Donc là, vous voyez, voilà, cela, maintenant, il n'y a plus qu'un point d'interrogation. Donc ça va se faire hein, dans les années qui viennent. Voilà. Ça, c'est pour le reçu. J'ai vu que dans les années 20, il y a des produits cosmétiques. Oui, bien sûr, oui. Et des espèces de mode, oui. Et vous pensez qu'il y a eu des morts? Le soin de votre peau grâce au radium, oui. Vous pensez qu'il y a eu des morts? Ah oui, bien sûr. Il y a l'exemple d'un Américain terrible, le Pouce, qui était relativement jeune et qui
qui croyait qu'il allait garder sa jeunesse indéfiniment, et puis qui